Résultat, des frappes répétées, des déplacements massifs de population et des tensions internes qui fragilisent un État déjà éprouvé. Le Liban fait face à une pression énorme et pour en parler, je joins à Beyrouth Hassan Salamé, ministre de la Culture du Liban. Monsieur Salamé, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir invité. Alors, je mentionnais, votre pays fait face à un déplacement massif de sa population, près d'une personne sur 5 en quelques semaines. Comment vivez-vous la situation là-bas actuellement? Nous avons une cellule de crise du gouvernement qui s'occupe des personnes déplacées. Ce sont des personnes, on a maintenant à peu près 1,1 million personnes déplacées sur un territoire qui est petit. Et nous avons la majorité d'entre eux qui vont dans des maisons vides à la montagne ou en ville ou dans des hôtels, mais nous avons à peu près 150 000 que nous devons prendre en charge directement et installer dans des lieux préparés pour eux. Et à peu près 150 000 sont aujourd'hui dans ce qui était des écoles ou des lieux publics de tout genre, des cités sportives, des stades, etc. Ceux-là, on s'en occupe directement pour leur nourriture, pour leur logement, et nous aidons les autres personnes déplacées également avec la nourriture. Nous avons reçu au cours de la semaine dernière de l'aide substantielle de plusieurs pays amis qui sont arrivés par avion ou par bateau, ce qui nous permet d'aller vite en besogne sur ce terrain-là. Mais c'est une charge énorme pour deux raisons. D'abord parce que le nombre de déplacés ne cesse de grossir du fait de l'avancée des troupes israéliennes au Liban Sud, qui sont en train d'avancer de quelques centaines de mètres parfois tous les jours, un peu plus, et qui surtout détruisent les villages qui tombent sous leur contrôle, ce qui fait que ces personnes déplacées qui viennent vers la capitale ou vers les autres villes perdent l'espoir de retrouver leur maison de sitôt ou de les retrouver tout court. Et la deuxième raison, c'est que le pays vient de sortir d'une énorme crise bancaire et financière qui rend ses moyens, les moyens des finances de l'État extrêmement réduits. Vous avez évoqué les avancées israéliennes. Le ministre israélien des Finances appelle ouvertement à l'annexion du Sud-Liban. Dans un discours prononcé lundi, il a déclaré qu'Israël devrait étendre ses frontières, affirmant que le fleuve Litani doit devenir la nouvelle frontière avec l'État libanais. Quelle est votre réaction à ces propos? C'est entièrement inacceptable. C'est entièrement inacceptable. Nous vivons dans un monde de mépris du droit, mépris de l'intégrité territoriale des États voisins, de gourmandise territoriale comme celle du 19e siècle, du temps colonial. C'est entièrement inacceptable. Le Liban n'acceptera pas de perdre un seul pouce de son territoire. Et viendra le moment où on aura les moyens de rappeler à M. Smotrich que sa gourmandise ne sera jamais acceptée par les Libanais. Et donc, quelle réponse est-ce que vous avez en tête alors? Nous avons les moyens de résister à cela. Le pays ne manque pas d'amis dans le monde et cette espèce d'élitement du droit international doit connaître une fin. Et puis, qui a dit que l'établissement d'une zone de sécurité, comme c'est appelé du côté israélien, et la tentative d'annexer une partie du territoire libanais ne va pas donner naissance à une résistance libanaise beaucoup plus large que celle que les Israéliens ont connue jusqu'ici. Vous croyez que les pays et que les gens qui vivent dans des territoires depuis des siècles et des siècles vont les oublier du jour au lendemain parce qu'un autre pays veut les annexer? Justement, là-dessus, quelles seraient les conséquences d'une présence militaire israélienne prolongée dans le sud du pays? Je crois qu'elle donnera naissance à une résistance comme ça a été le cas dans le passé. En l'an 78, les Israéliens sont entrés dans le Liban Sud et en l'an 2000, ils s'en sont retirés parce qu'ils ont vu que leur présence leur devenait nocive à eux, puisqu'ils perdaient énormément de gens du fait de leur présence sur un territoire qui leur est devenu tout à fait hostile. Eh bien,
un territoire occupé, cela pousse à la résistance, pas uniquement au Liban ni au Proche-Orient, mais un peu partout dans le monde. Le chef du Hezbollah jure de poursuivre le combat, et je cite, sans limite, alors que votre gouvernement dit vouloir plutôt reprendre le contrôle et ouvrir même la porte à des discussions avec Israël. Mais dans les faits, quel pouvoir réel est-ce que votre gouvernement a-t-il vraiment aujourd'hui dans ce conflit et à quel point est-il toujours en mesure de gérer cette crise? Écoutez, pour la première fois en 42 ans, le gouvernement libanais a créé un appareil législatif entier à partir du 5 août dernier, mais de nouveau le 7 septembre et de nouveau le 2 mars et le 5 mars, un appareil politique et juridique entier qui accorde à l'État le monopole de la force au Liban. Et cela n'a pas été fait depuis 42 ans. Et ensuite, plusieurs des décisions de ce gouvernement ont eu un début d'application, voire même une application partielle. Telle a été l'activité de l'armée libanaise qui a désarmé des dizaines de dépôts du Hezbollah et qui a arrêté des militants du Hezbollah et qui s'est déployé dans des régions où l'armée libanaise n'avait pas mis ses pieds depuis plus de 50 ans, avant même la création du Hezbollah, du temps où des parties du territoire libanais étaient sous contrôle des Palestiniens. Donc, il y a eu un début d'exécution. Il y a eu aussi un début d'exécution en ce qui concerne la, la présence des gardes révolutionnaires iraniens au Liban, puisque plusieurs dizaines d'entre eux sont partis du pays après notre décision du 7 mars dernier de rapatrier tout élément des passerans iraniens. Donc, il y a eu un cadre légal qui nous donne le droit de faire ce que nous faisons. Deux, il y a eu un début d'exécution sur chacun de ces thèmes. Et en plus, vous le savez sans doute que toute démilitarisation, dans toute situation, et il m'est arrivé de travailler dans beaucoup de pays pour le compte des Nations Unies sur des questions de démilitarisation, notamment en Libye ou en Irak ou ailleurs, toute démilitarisation pour réussir doit commencer par un meilleur contrôle des frontières pour que de nouvelles munitions, de nouvelles armes, de l'argent qui vient à des groupes armés soient arrêtés à la frontière. Et à ce niveau-là, nos ports sont maintenant bien plus équipés pour cela, nos aéroports tout à fait équipés pour cela, et nous faisons des efforts pour que nos frontières terrestres le soient aussi. Il nous reste seulement 30 secondes, mais selon Reuters, l'Iran souhaiterait que le Liban soit inclus dans toute entente de cessez-le-feu. Est-ce que vous avez l'impression que votre pays est devenu plus ou moins un levier dans des négociations qui vous dépassent? Et comment est-ce que vous comptez défendre les intérêts du Liban dans ces pourparlers? Il est arrivé souvent que le Liban soit le levier mis dans les mains d'autres pays que lui-même. Mais nous tenons pour notre part à ne laisser personne négocier à notre place. L'avenir du Liban sera négocié par les Libanais et nous tenons beaucoup à cela et nos principaux partenaires le savent et nous encouragent dans ce sens. Ghassan Salabé, ministre de la Culture du Liban, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien, merci à vous.